19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce jeudi 8 janvier 2026. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jeudi une réunion du Haut Conseil de sécurité selon un communiqué de la présidence algérienne. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 71 395 martyrs et 171 287 blessés. Une fillette de 11 ans tombée en martyr après des tirs de l'armée sioniste à Jabalia. En Syrie, arrestation de 4 Syriens par l'armée sioniste après une incursion dans la campagne de Al-Qantira. Et puis en France, des agriculteurs manifestent à Paris contre la signature toute proche d'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre en Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 71 395 martyrs et 171 287 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023. Selon un nouveau bilan communiqué ce jeudi par les autorités sanitaires palestiniennes, et depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 425 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1200 autres ont été blessés, tandis que les corps de 688 martyrs ont été récupérés, ajouté la même source. Une fillette palestinienne est tombée en martyr ce jeudi suite à des tirs effectués par des engins de l'armée d'occupation sioniste dans la ville de Jabalia au nord de la bande de Gaza. Depuis octobre 2025, date du cessez-le-feu et du retour de la famille dans cette région, jusqu'au 8 janvier, nous avons subi des tirs quotidiens de la part des troupes israéliennes. De nuit, tôt le matin, l'après-midi, des tirs continus. Ils s'arrêtent rarement. Vers 5h30 du matin, les troupes israéliennes ont tiré 2 obus. Ils disaient à l'intérieur de la ligne jaune, mais des éclats d'obus nous ont atteints. Un quart d'heure plus tard, les troupes israéliennes ont commencé à ratisser la zone. Il y a eu des tirs nourris. C'est à ce moment-là que nous nous sommes réveillés. 10 minutes plus tard, j'ai commencé à entendre des cris. J'habite au dernier étage. J'ai couru à l'étage où vu Hamza, ma nièce. J'ai vu Hamza allongée par terre, du sang coulant de son nez et de sa bouche. J'ai compris qu'elle avait reçu une balle dans la tête. Et 2 Palestiniens sont tombés en martyr et plusieurs autres ont été blessés mercredi soir lors d'un bombardement aérien mené par l'armée de l'occupation sioniste contre une maison dans le quartier de Toufah, au nord-est de la ville de Gaza, a rapporté l'agence de presse Wafa. Et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a souligné que les intempéries aggravant les conditions déjà dramatiques dans la bande de Gaza ravagée par plus de 2 ans de génocide sioniste et où les bombardements de l'occupation continuent malgré le cessez-le-feu. Selon l'UNRWA, les inondations et l'effondrement des abris exposent les familles déplacées dont beaucoup vivent sous des tentes, a alerté l'agence onusienne. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a souligné que les pénuries de carburant et la fermeture de plusieurs routes ralentissent considérablement l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ravagée par plus de 2 ans d'agression génocidaire sioniste. Et les forces d'occupation sionistes ont arrêté tôt jeudi 5 citoyens palestiniens dans la ville de Tulkarem et la ville de Faroun au sud de Tulkarem en Cisjordanie occupée selon l'agence de presse Wafa. Ces arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de répression quasi quotidienne menée par les forces d'occupation dans les différentes régions de Cisjordanie, accompagnée de violations répétées des droits fondamentaux des Palestiniens, notamment le recours à la force contre des civils et des mineurs.
Les forces d'occupation sionistes poursuivent leurs violations à l'encontre du peuple palestinien dans plusieurs régions de la Cisjordanie. El-Quds occupée a rapporté ce jeudi l'agence de presse palestinienne Wafa. Citant des sources locales, l'agence a indiqué que les forces d'occupation ont arrêté un citoyen après avoir été blessé lors d'une agression menée par des colons au sud d'El Khalil. Et le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, a réaffirmé mercredi l'importance de consolider le cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de passer à la mise en œuvre de sa deuxième phase, ainsi que de mettre un terme aux agressions sionistes en Cisjordanie occupée, y compris dans la ville sainte d'El-Quds occupée, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. En Syrie, les forces d'occupation sionistes ont arrêté 4 citoyens syriens suite à une incursion menée au cours des dernières 24 heures dans la campagne nord de la province d'Al-Qanitara, dans le sud de la Syrie. L'entité sioniste poursuit ses violations de l'accord de désengagement de 1974 à travers des incursions dans le sud des Syriens, ainsi que ces agressions contre des citoyens par des perquisitions, des arrestations arbitraires, des déplacements forcés et la destruction de biens et des terres agricoles. Toujours en Syrie, les habitants continuent à fuir certains quartiers d'Alep en portant leurs biens. L'armée syrienne a diffusé plus de 7 cartes identifiant les zones qui, selon elle, seraient ciblées par des frappes et a exhorté les habitants à évacuer immédiatement les lieux pour leur sécurité. À ce jour, près de 13 500 personnes ont quitté les lieux. La plupart des cas que nous avons constatés concernaient des femmes, des enfants et des personnes ayant des besoins particuliers. Certains patients ont été évacués vers l'hôpital et d'autres ont reçu des soins médicaux dans les ambulances. En Irak, les autorités irakiennes ont annoncé ce jeudi l'arrestation de 2 éléments du groupe terroriste autoproclamé État islamique Daesh dans les gouvernorats de Bagdad et de Salah ad-Din dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la sécurité dans le pays. Selon des médias locaux citant un communiqué de la direction du renseignement militaire, ces forces ont mené des opérations qualitatives en coordination avec les agences de sécurité ayant abouti à l'arrestation de 2 éléments de Daesh. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jeudi une réunion du Haut Conseil de sécurité selon le communiqué de la présidence algérienne. Le communiqué précise que la réunion a porté sur le bilan de l'année 2025 et les perspectives pour 2026 en matière de défense nationale, la situation aux frontières avec les pays voisins et la situation sécuritaire générale à l'intérieur du pays. Et des tentatives d'introduction de plus de 3 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec et 28 narcotrafiquants ont été arrêtés lors d'opérations exécutées par des détachements combinés de l'armée nationale populaire en coordination avec les différents services de sécurité durant la période allant du 1er au 7 janvier en cours, a indiqué ce jeudi un bilan opérationnel de l'armée algérienne dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 1er au 7 janvier 2026 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente des forces armées à travers tout le territoire national, précise la même source. Des détachements de l'AMP ont arrêté 7 éléments de soutien au groupe terroriste dans différentes opérations à travers le territoire national, ajoute la même source. Le Madagascar a décidé de renforcer ses mesures sanitaires dans le secteur touristique après la confirmation de cas de Mpox sur le territoire national, a indiqué mercredi le ministère malgache de tourisme et de l'artisanat. À ce jour, 6 cas confirmés de Mpox et 76 cas suspects ont été recensés à Madagascar selon le ministère malgache de la santé publique.
En France, des agriculteurs sont entrés ce jeudi dans Paris avec leurs tracteurs pour protester notamment contre la signature toute proche d'un accord commercial entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. Commentaire Leïla Gertag. Des phares allumés dans la nuit parisienne, des tracteurs stationnés au pied de la Tour Eiffel et de l'Arc de Triomphe ce jeudi 8 janvier. Des agriculteurs venus de plusieurs régions du pays sont entrés dans Paris pour dénoncer la signature de l'accord de libre-échange avec le Mercosur et la gestion gouvernementale de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins. Des agriculteurs en colère ont fait une entrée remarquée dans Paris, une action symbolique. Aujourd'hui, une des premières revendications, et c'est ce qui a fait déborder, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est pour la dermatose nodulaire. Stop à l'abattage total, il faut vacciner massivement. Après, comme depuis 2 ans, il faut que les agriculteurs arrivent à s'assurer un revenu décent. Et pour ça, il faut mettre en place un moratoire agricole. Sur la réglementation française. Il faut arrêter avec cette réglementation franco-française qui nous met de plus en plus de normes, de plus en plus de contraintes, de plus en plus de contrôles. Il y a une réglementation européenne, appliquons-la à la lettre, et puis c'est tout. Mobilisée depuis plusieurs semaines, la profession affronte de multiples crises, épizootie, de dermatose nodulaire, contagieuse chez les bovins, faible cours du blé, prix élevé des engrais et menace d'une concurrence accrue en cas de signature par l'Union européenne d'un accord de libre-échange négocié depuis plus de 25 ans avec 4 pays d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Uruguay et le Paraguay. Ces convois d'agriculteurs, à l'appel du syndicat de coordination rurale, ont contourné et forcé les barrages mis en place par la Grande Couronne et la Petite Couronne de Paris. Cette manifestation accentue la pression sur Emmanuel Macron et son gouvernement à la veille du vote des États membres de l'Union européenne sur l'accord commercial. Sans majorité parlementaire, le moindre faux pas de Macron risque d'entraîner une motion de censure périlleuse. En Grèce, le gouvernement grec et les agriculteurs qui bloquent les autoroutes depuis des semaines dans un conflit sur les subventions et le budget étaient dans une impasse ce jeudi. Des propositions de compromis de dernière minute ayant échoué à débloquer la situation. Le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis, a déclaré que les autorités ne permettraient pas de couper le pays en deux, affirmant sur Méga TV, je cite, « Il n'y a pas de marge pour des mesures supplémentaires en faveur des agriculteurs ». Aux États-Unis, un décret signé par le président américain Donald Trump acte le retrait de Washington de dizaines d'organisations internationales dans plusieurs agences clés de l'ONU. Une décision aux conséquences diplomatiques et humanitaires majeures, notamment pour l'Afrique. On fait le point avec Naïla Hamouda. L'administration Trump franchit un nouveau cap dans sa politique de désengagement international. Un décret présidentiel signé mercredi officialise le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales, dont 31 entités du système des Nations Unies et 35 autres organisations internationales non onusiennes. Dans un message publié sur le réseau social X, la Maison-Blanche justifie sa décision en affirmant que ces organisations ne servent plus les intérêts américains. Elles sont accusées de promouvoir des politiques liées à la lutte contre le changement climatique, à la gouvernance mondiale, aux droits sociaux et à la diversité que l'exécutif qualifie d'agenda woke. Parmi les décisions les plus emblématiques figure le retrait des États-Unis de l'UNESCO, l'agence onusienne chargée de l'éducation, de la science et de la culture. Washington annonce également la fin de son soutien au Programme alimentaire mondial PAM, principale organisation humanitaire de lutte contre la faim, dont les États-Unis étaient jusqu'ici l'un des premiers bailleurs de fonds. Les États-Unis se retirent en outre de plusieurs comités du Conseil économique et social de l'ONU, ECOSOC, notamment ceux dédiés à l'Afrique. Ces instances jouent un rôle central dans la coordination de l'aide au développement, la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement des politiques publiques sur le continent.
Pour de nombreuses ONG et diplomates, ce désengagement pourrait avoir des conséquences directes sur l'Afrique, déjà confrontée à des crises humanitaires, économiques et climatiques majeures. La réduction des financements américains et leur poids politique risquent de fragiliser des programmes liés à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'éducation et à l'adaptation climatique. Le retrait du soutien au programme alimentaire mondial suscite notamment de vives inquiétudes pour des millions de bénéficiaires sur le continent. Ces décisions s'inscrivent dans une stratégie déjà amorcée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Accord de Paris sur le climat, ainsi qu'une réduction du financement américain de l'ONU. Responsables internationaux, ONG et anciens diplomates dénoncent un repli unilatéral et un affaiblissement du multilatéralisme. Ce vide pourrait être comblé par d'autres puissances comme la Chine, selon certains experts. Pour l'administration Trump, cette politique relève de la doctrine America First, alors que d'autres estiment que cette politique marque un désengagement historique aux conséquences durables sur l'équilibre international et la réponse collective aux crises mondiales. Bras de fer en haute mer entre Washington et Moscou, le Marinera est au cœur d'une discorde entre les deux pays. La Maison-Blanche déclare le pavillon comme étant sous sanction. Le Kremlin dénonce un recours à la force. Les détails avec Safan Bassabri. Suivi depuis des semaines par les autorités américaines, le navire Bella, rebaptisé Marinera selon la Maison-Blanche, était saisi au large de l'Islande alors qu'il se dirigeait vers la Russie. Les États-Unis accusent le navire d'avoir violé le blocus imposé sur le Venezuela par Washington, au cœur de la discorde, le changement de nom le 24 décembre dernier et le passage du navire sous pavillon russe. Le navire était par ailleurs escorté par un sous-marin russe. Aucune intervention de ce dernier lorsque les gardes-côtes américains et 2 hélicoptères abordent le navire pour le saisir. L'affaire a exacerbé les tensions diplomatiques entre Moscou et Washington. Le Kremlin a vivement condamné l'opération menée par les Américains et exige le retour immédiat de l'équipage. La Russie a aussi demandé à ce que l'équipage reçoive un traitement humain et digne. Rappelons aussi que le navire était sous pavillon russe depuis 15 jours et qu'il devait être traité en tant que tel. La Maison-Blanche réfute en bloc et refuse de reconnaître cette immatriculation, affirmant qu'il s'agissait d'un navire fantôme. Moscou a rappelé que selon le droit international, aucun État n'a le droit d'employer la force à l'encontre de navires dûment matriculés dans la juridiction d'autres États. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a mis en garde ce jeudi 8 janvier contre, je cite, un climat politique mondial de plus en plus hostile, désordonné et multipolaire. J'ai évoqué précédemment le Venezuela, raison pour laquelle nous avons fermement condamné la récente intervention militaire dans ce pays avec lequel nous entretenons de nombreux liens. Il n'y a pas de place pour la tiédeur ni pour les demi-mesures. L'avenir du Venezuela doit être décidé par les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes. C'est ce que l'Espagne défendra dès le début de cette transition. Qu'il n'y ait aucun doute, nous allons aider. Nous allons soutenir activement la transition démocratique au Venezuela. Nous le ferons, fort de la valeur que confère l'expérience historique de nos deux pays, afin que l'avenir du Venezuela soit celui des Vénézuéliens, et non celui d'un pays étranger, ni celui d'intérêts étrangers au leur. En Colombie, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Bogota, la capitale du pays, hier mercredi, pour dénoncer les menaces des États-Unis d'étendre leur campagne militaire à leur territoire au nom de la lutte contre le trafic de drogue. Nous assistons aujourd'hui à la résurgence de l'impérialisme américain en Amérique latine et dans de nombreuses régions du monde. Les États-Unis ne se contentent pas de remodeler leur impérialisme, mais ils bafouent également les principes fondamentaux du droit international. Ils nous considèrent toujours, nous, autres pays d'Amérique latine, comme des sous-hommes, ou plus précisément, comme leur arrière-cour. Ils estiment que nos richesses leur appartiennent. Ils pensent que nous serons toujours soumis, dociles, jamais rebelles. Mais nous avons ici des gens courageux.
Nous sommes les esclaves de personne, ni supérieurs à personne. Nous partageons la même terre, le même territoire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous unir, dialoguer et surtout parvenir à un accord de paix nécessaire. Le monde entier a réagi. Des manifestations ont également eu lieu en Europe. Des manifestations se sont aussi déroulées dans des pays qui ont été envahis par les États-Unis comme la Syrie, la Libye, l'Afghanistan et Bagdad. Et l'Union européenne soutiendra le Groenland et le Danemark en cas de besoin et n'acceptera aucune violation du droit international, quel que soit l'endroit où elle se produit, a déclaré hier le président du Conseil européen, Antonio Costa. Concernant le Groenland, je tiens à être clair. Le Groenland appartient à son peuple. Aucune décision ne peut être prise au sujet du Danemark et du Groenland sans le Danemark, ni sans le Groenland. Il bénéficie du soutien, de la solidarité inconditionnelle de l'Union européenne. L'Europe restera un défenseur ferme, inébranlable du droit international et du multilatéralisme. Autre actualité de ce journal, Téhéran reste ouvert aux négociations avec les États-Unis tant qu'elles sont fondées sur, je cite, le respect et les intérêts mutuels. Mais le pays est également prêt à la guerre si telle est l'intention de Washington, a déclaré ce jeudi 8 janvier le ministre iranien des Affaires étrangères. Nous sommes prêts à toute éventualité. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous y sommes préparés. Nous sommes également prêts à négocier, mais des négociations fondées sur les intérêts mutuels et le respect. Aux États-Unis, des manifestants et des agents de l'ICE s'affrontent au lendemain de la mort par balle d'une femme du Minnesota, comme le montrent ces images. En Philippines, les autorités ont procédé à l'évacuation d'environ 3000 personnes d'une zone exposée au risque d'une intensification de l'activité volcanique. Selon des médias locaux, cette opération d'évacuation a été menée après que des responsables de la province d'Albay ont averti que la région était menacée par une série d'activités volcaniques survenues quelques heures seulement après un fort séisme de magnitude 6,4 qui a frappé la veille le sud des Philippines. Et les vols directs entre le Bangladesh et le Pakistan vont reprendre à la fin du mois de janvier après plus de 10 ans d'interruption, a annoncé ce jeudi la compagnie aérienne nationale Bangladesh. Nouveau signe du réchauffement diplomatique entre les deux pays. Sport football, avant de clôturer son journal, l'équipe nationale de football poursuit sa préparation avec sérieux et intensité en vue de son quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025 samedi 10 janvier face au Nigeria à 17h heure algérienne. Après avoir admirablement franchi le cap des huitièmes de finale face à la RD Congo, les Verts se projettent désormais vers un autre défi de taille dans leur quête d'un troisième sacre continental. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain. Tout de suite, retrouvez Leïla Guertal pour votre émission L'échiquier international.